Bien, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle édition du Management Café. Alors, c'est la première édition en présentiel depuis le confinement. Donc, c'est un moment fatalement un petit peu, non pas nouveau, mais un moment de renouveau, parce qu'on on retrouve des visages connus. On retrouve un lieu dont on avait l'habitude. Et puis, on retrouve des gens en présentiel, ce qui est quelque chose, une chose à laquelle on s'est habitué dans le cadre de notre enseignement, en tout cas, mais en tout cas, pour les événements publics, c'est une première. Et ça fait vraiment plaisir d'être là, d'autant plus que le- la lumière est superbe. Il faut beau dehors, et ça veut dire d'ailleurs que vous n'avez que plus de mérite à avoir choisi de vous joindre à nous ce soir. Alors, euh, je fais le rappel au début de chaque Management Café, et cette fois-ci en particulier, puisqu'on on ne s'est pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que le Management Café? C'est une initiative d'un centre de recherche de l'Université libre de Bruxelles, qui s'appelle le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion, le CEBRIG, qui est un centre de recherche, comme son nom l'indique, en gestion, qui amène à interagir toute une série de chercheuses et de chercheurs dans toutes les disciplines de la gestion, que ce soit le marketing, les ressources humaines, la stratégie, mais il y a même des économistes, figurez-vous. Et au sein de la Solvay Brussels School of Economics, on a ce centre qui mène des recherches dans tous les domaines qui peuvent toucher à la vie des affaires, on va dire. Et lorsqu'on est chercheuse ou lorsqu'on est chercheur, on parle essentiellement à d'autres chercheuses et d'autres chercheurs, on parle peut-être à des étudiantes et des étudiants, mais on a finalement peu d'occasions de partager son intérêt pour des thèmes un peu plus, pour les thèmes qui nous intéressent, voire qui nous passionnent, avec des gens qui ne sont pas proches de l'université ou qui n'ont plus l'occasion d'y venir quotidiennement. Et c'est comme ça qu'on a eu cette idée de créer les Management Café il y a déjà un certain nombre d'années, pour précisément organiser un événement grand public sur un des thèmes de recherche du CEBRIG, et donc un des thèmes d'un membre ou d'une membre. L'idée est de faire quelque chose de vivant. Je la remercie déjà d'inviter un professionnel et une professionnelle, ce soir Hélène Michotte, que je représenterai plus en détail au début du débat, et une chercheuse ou un chercheur. Ce soir, ce sera Sandra Rottenberger. Et, euh, et évidemment le public. Et là, c'est une chose importante que je dois préciser dès le début de l'événement. Cet événement n'est pas une conférence, c'est un café, c'est-à-dire que son intérêt consiste à débattre et discuter. Donc l'indicateur de succès de l'événement, ce sera qu'on aura passé beaucoup de temps à discuter, à être d'accord, pas d'accord, à apporter des points de vue contradictoires ou au contraire qui iraient dans le même sens. Mais en tout cas, je ne peux que vous inciter à intervenir. Ce sera mon rôle ce soir. Une fois que j'aurai terminé les présentations, bien entendu. Alors, avant de lancer justement les présentations, je dois remercier d'abord tout l'atelier en ville qui nous accueille, le centre Émile Bernheim et le personnel et les membres du centre Émile Bernheim pour avoir organisé l'événement. Donc merci beaucoup, merci à elle et à eux. Et je dois remercier également la Fondation Bernheim. Alors la Fondation Bernheim, qu'est-ce que c'est? C'est une fondation qui a été créée par un homme d'affaires qui avait une vision, qui s'appelait Émile Bernheim. Et qui est décédé sans enfant, et du coup a créé une fondation qui soutient toute une série d'initiatives qui sont liées à la vie à Bruxelles, à la jeunesse, et qui nous soutient quotidiennement, nous, le Centre Émile Bernheim de recherche interdisciplinaire en gestion. Et donc, c'est un soutien ponctuel, parce que c'est grâce à la Fondation Bernheim que nous pouvons organiser les Management Café comme ce soir. Et c'est un soutien structurel, parce que c'est la Fondation Bernheim qui soutient notre personnel administratif et qui nous permet de fonctionner au jour le jour. Un centre de recherche, eh bien, ça ne fonctionne pas si on ne peut pas mettre en place faire tourner les budgets, s'occuper de l'organisation des événements, soutenir la recherche et les événements scientifiques. Voilà.
Maintenant que les présentations sont faites, on va venir au sujet spécifique d'aujourd'hui, de l'édition d'aujourd'hui, qui porte sur la formation tout au long de la vie. Alors, malheureusement, on va reparler de lui. C'est une idée qui nous est venue suite au Covid, puisqu'on a constaté, non pas nous, mais les entreprises, les organismes qui s'intéressent au marché du travail, que le Covid avait provoqué ce qui a été appelé aux États-Unis the Big Quit ou the Great Resignation ou encore the Great Reshuffle. En gros, c'est une vague de démissions de gens qui ont décidé, dans les mois qui ont suivi le confinement et puis la réouverture de l'économie, de changer de secteur. Et ça a été massif. Alors ça a été observé aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, apparemment un petit peu moins en Belgique. Mais il y a un nombre qui est frappant, qui vient d'une enquête qui a été menée en France par l'UNEDIC, et selon laquelle 58% des Français voudraient changer de métier à l'heure actuelle. Donc ça fait on est près de 2 sur 3. Donc c'est massif. Et si on veut changer de métier, fatalement, il faut se changer. Il faut se former, acquérir des compétences nouvelles. Et d'où la question de ce soir. La formation au long de la vie, où, quand, comment, nos deux invités vont pouvoir nous donner des éléments de réponse auxquels, j'espère, vous réagirez. Alors, nos invités, je les ai déjà présentés, mais je les présente maintenant plus précisément. Il s'agit d'Hélène Michotte, qui est conseillère en orientation et en formation à la Cité des métiers, et dont je dois préciser que les propos qu'elle tiendra ce soir seront des propos qu'elle tiendra en son nom propre, et non pas au nom de son employeur. Donc il faut bien distinguer la personne d'Hélène qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, et sa fonction. Donc les propos qu'elle tiendra seront des propos qui n'engageront qu'elle et pas du tout son employeur. Donc, Hélène nous fera partager son expérience de la formation, de l'orientation, du conseil de personnes qui s'adressent à elle ou à son institution pour se former, pour se réorienter. Et elle sera complétée, l'intervention d'Hélène Michotte sera complétée par l'intervention de Sandra Rottenberger, qui est professeure de marketing, membre du CEBRIG, donc professeur de marketing à la Solvay Business School of Economics and Management, membre du CEBRIG, et qui a un intérêt tout particulier pour les questions de formation tout au long de la vie, parce qu'elle intervient dans des formations destinées aux adultes, donc non seulement une formation initiale, mais la formation typique, la formation justement atypique que certains travailleurs, certaines travailleuses, certaines et certains d'entre nous acquièrent en cours de carrière. Voilà, j'ai assez parlé, moi je ne suis pas là pour donner des idées, mais simplement pour animer le débat. Donc je vais tout de suite passer la parole à Hélène Michotte, qui va nous faire part des grandes idées qu'elle souhaiterait partager avec nous et avec vous au sujet de la formation en cours de carrière. Merci beaucoup. Merci Pierre-Guillaume. Bonsoir à tous. Avant de commencer sur le vif du sujet, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà la Cité des métiers ou pas trop. Je peux peut-être dire un petit mot rapide dessus. Donc, les Cités des métiers, c'est un réseau international tout d'abord. Donc, ça a été initié à Paris. Et il y a un label qui a été créé pour reconnaître des cités des métiers, des associations, des groupements publics qui voudraient constituer une cité des métiers. Et depuis longtemps, le service dans lequel je suis, qui était issu en fait de Bruxelles Formation, qui s'appelait Bruxelles Formation Carrefour, s'inspirait de ce modèle-là. Et puis il y a quelques années, le monde politique était prêt, la Cité des métiers de Bruxelles a été créée, à l'initiative de Bruxelles Formation, mais aussi des deux autres partenaires publics bruxellois, qui sont donc Actiris et le VDAB pour l'aspect emploi et formation en région bruxelloise. Et donc c'est une cité des métiers bilingue, ce qui est assez unique ici en Belgique. Il y a 3 autres cités des métiers en Wallonie, à Namur, à Liège et à Charleroi. Et chacune a été initiée d'une manière un peu différente. Mais donc là, ce sont les 3 initiateurs. Et puis à côté d'eux, il y a toutes sortes d'autres partenaires sur 5 thématiques. Donc il y a l'orientation, la formation et les études, la mobilité, donc que ce soit en Belgique ou vers l'étranger, l'entrepreneuriat et le travail, évidemment. Et donc chaque conseiller qui travaille à la Cité des métiers est rattaché à l'une ou l'autre de ces thématiques pour recevoir le public, créer des activités sur le sujet. Et donc
la thématique apprendre, qui recouvre les études et les formations, est vraiment centrale. Je pense que dans les personnes qu'on reçoit, il y a vraiment une grosse majorité de demandes qui concernent cette thématique-là. Et donc, on a un pool important de conseillers là-dessus. Moi, je viens de Bruxelles Formation, donc au départ, plus la formation des chercheurs d'emploi. Mais j'ai des collègues qui sont issus aussi du pôle académique de Bruxelles pour représenter l'enseignement supérieur et informer sur l'enseignement supérieur. Des collègues issus de l'enseignement de promotion sociale. Là, on est aussi dans le vif du sujet, se former tout au long de la vie. De longue date, l'enseignement de promotion sociale est sur le coup et a été créé vraiment pour permettre à des adultes de se former tout au long de la vie et d'acquérir les mêmes diplômes que dans l'enseignement de plein exercice, mais que ce soit à 25 ans ou même à 50 ans ou en étant pensionné, on peut toujours aller dans l'enseignement de promotion sociale. Et puis, on a encore un partenaire important dans la formation à la Cité des Métiers, c'est l'EFP-SFPME, pour la formation en alternance des petites et moyennes entreprises. Et donc, on unit tous nos expertises sur nos matières, on fait le relais par rapport à nos organismes d'origine, et après ça, on essaye vraiment de décloisonner pour partir de la demande de la personne. Donc ça, c'est un principe de base dans les cités des métiers, c'est qu'on va vraiment s'intéresser au projet de la personne et être à l'écoute de ce qu'elle dépose ici et maintenant par rapport à ses questionnements et respecter le projet qu'elle a envie de construire. Et du coup, voilà, moi je vais recevoir quelqu'un qui vient se poser des questions sur la formation pour maintenant, pour dans 5 ans peut-être, et qui commence une réflexion là-dessus. Et je vais pouvoir l'informer sur une formation d'un ou l'autre de ces partenaires-là, quitte à faire appel à mes collègues si le questionnement devient plus spécifique. À côté de ça, évidemment, on est amené aussi à informer sur des dispositifs de soutien à la reprise de formation. J'aimais bien la question d'accroche qui était « est-il jamais trop tard pour se former ?» On a tous envie de dire non, il n'est jamais trop tard, on peut se former à toutes les périodes de la vie. On a tous des exemples de success stories, je pense, de personnes qui se sont formées parfois à des âges avancés. Moi-même, j'ai repris un master dernièrement que j'ai terminé il y a 2 ans après avoir fait des études initiales d'assistante sociale. Donc c'est un sujet qui m'a concernée aussi particulièrement. Mais tout en ayant eu cette approche des études à un âge moyen, pour ne pas dire avancé en ce qui me concerne, j'ai vu dans mon public des personnes qui venaient et qui se posaient des questions autour de la formation et pour qui c'était évidemment beaucoup plus compliqué. Vous connaissez peut-être le public bruxellois qui est en recherche de formation. On a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas toujours une reconnaissance de leurs acquis ici, qui sont parfois dans des situations difficiles aussi. Beaucoup de personnes qui n'ont même pas un diplôme de fin de secondaire, qui doivent parfois aussi se remettre à niveau dans des compétences de base. Et puis beaucoup de personnes qui sont parfois aussi dans des situations précaires. Donc la précarité en formation est un enjeu assez important dans les questionnements qu'on croise au jour le jour. Donc pouvoir à la fois faire vivre sa famille tout en se formant et peut-être en ayant aussi les contraintes quotidiennes de devoir s'occuper peut-être des enfants le soir, de ne pas être disponible le soir pour suivre une formation et d'avoir le matériel, éventuellement un PC, on l'a vu avec le Covid, il fallait aussi être équipé. Donc ça, c'est vraiment tous les enjeux qu'on a. Alors, il y a des personnes qui arrivent à se former, évidemment, donc qui vont jusqu'au bout. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Bruxelles Formation, vous pourrez voir des petites capsules avec vraiment des belles histoires de personnes qui ont repris des formations qualifiantes, comme on appelle ça, pour apprendre un métier et se former par rapport aux besoins du marché du travail, que ce soit dans l'informatique, dans l'ORECA, dans la construction. Donc il y a vraiment une foule de possibilités. Et puis, voilà, il y a d'autres personnes qu'on a reçues et dont on ne saura pas toujours l'issue, parce que nous, on ne fait pas de suivi à la Cité des Métiers, on ne fait pas d'accompagnement. Moi, j'avais personnellement fait mon mémoire en sciences du travail sur les aides ménagères en titre-service qui étaient demandeuses de reprendre des formations pour sortir de leur travail. Donc, on parlait des personnes qui veulent se reconvertir. Donc, on a parfois des personnes, comme tu disais, qui ont fait des études supérieures et qui se posent des questions de sens, mais on a des personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire des études ou pas d'en faire ici, et qui ont eu un premier job par contrainte aussi financière, et puis qui à un moment se disent, voilà, je suis peut-être trop usée physiquement, ça c'est la réalité pour beaucoup d'entre elles, ou j'ai envie de faire quelque chose qui va m'amener à pouvoir être plus valorisée aussi dans mon travail, pouvoir évoluer. C'est comme ça qu'une fois j'ai reçu une dame, par exemple, qui disait, moi je veux devenir infirmière. Quand je faisais aide ménagère, j'ai été amenée à soigner les gens, ce qui est un peu en dehors de ce qui était permis dans cette tâche, mais ça lui avait donné envie de devenir infirmière, et elle se disait, si je quitte mon boulot, j'aurai peut-être pas droit au chômage, mais je suis prête à être peut-être dans une situation plus difficile, dépendre du CPS s'il faut, parce que c'est le projet que je veux mettre en place et vers lequel je veux aller.
Et puis à côté de ça, j'ai des personnes qui sont parfois travailleurs aussi, hein, qui exercent une activité, qui ont eu l'occasion d'avoir déjà des diplômes, d'avancer dans certains projets professionnels. Et comme tu le disais, Pierre-Guillaume, pendant la crise Covid, qui se sont posés des questions aussi par rapport au sens du travail. Alors, on a entendu parler de la crise Covid, mais on entend aussi parler d'autres éléments de contexte qui font que les gens se posent des questions. C'est aussi le réchauffement climatique, c'est aussi tous les enjeux internationaux autour du marché du travail, etc. Et donc des gens qui se disent, en fait, j'ai été pris là-dedans, mais c'est pas ça que je veux quelque chose qui ait plus de sens. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour aller vers un travail qui a plus de sens ? J'ai une fois eu quelqu'un qui avait travaillé dans une fonction commerciale et qui voulait devenir maraîcher ou réparer des vélos, par exemple, parce qu'il avait ciblé ces deux métiers comme porteurs de sens pour lui dans le contexte actuel. J'ai rencontré aussi dernièrement quelqu'un qui avait fait du design industriel et qui se disait, en fait, moi, fabriquer des objets, c'est plus ce que je veux. Je voudrais bien pouvoir profiter de mon expérience de dessin technique pour faire plutôt travailler sur les lieux de vie pour les gens, pour les rendre plus adéquats, plus adaptés à l'évolution actuelle de notre monde. Et donc, on cherche autant que possible les possibilités, mais en combinant évidemment des contraintes en termes d'horaire, en termes de moyens financiers. Donc, beaucoup de personnes qui cherchent des formations ont quand même des moyens limités en général parce que souvent ils sont au chômage. Et donc, même quand ils cherchent des formations un peu pointues, soit on en trouve dans le catalogue de formations gratuits, soit on les envoie aussi vers la formation continue dans les universités, ça arrive aussi, selon les moyens et le temps dont ils disposent. Et puis, il y en a qu'on encourage aussi à aller vers les entreprises, parce qu'il y a évidemment la part de la formation au sein de l'entreprise qu'on peut avoir. Et là, c'est tout un défi aussi pour eux de convaincre éventuellement les employeurs, hein, qui cherchent peut-être le mouton à 5 pattes. J'ai eu assez régulièrement des profils diplômés de l'enseignement supérieur qui avaient peut-être parfois eu une première expérience, pas tout à fait en lien avec leur diplôme, et qui voulaient se spécialiser peut-être plus en lien avec le diplôme ou dans certains projets qu'ils voulaient monter, et qui se disaient, mais comment est-ce qu'on acquiert, par exemple, des compétences en gestion de projet ? Moi, j'ai un diplôme universitaire, donc je peux postuler à ces offres-là, mais partout, je vois qu'on doit pouvoir gérer des projets. Et ils ne me laissent pas la chance, mais il faut bien que je commence à gérer des projets la première fois. On parle aussi des stages en entreprise. Pour ça, il y a une formule, par exemple, pour les chercheurs d'emploi, la FPIE, la formation professionnelle individuelle en entreprise, qui permet à l'employeur d'engager quelqu'un le temps d'une période de stage de 1 à 6 mois et de le former. Et comme il le forme, il lui coûte moins cher parce qu'il va garder son chômage, il va avoir une réduction des cotisations sociales et l'employeur va payer que le complément et puis il l'engage la même durée après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de soutenir auprès des chercheurs d'emploi de notre côté et puis Bruxelles Formation auprès des employeurs pour que chacun prenne sa part aussi dans la formation des personnes qui sont en reconversion ou même en continuité parfois par rapport à un diplôme initial, puisqu'on acquiert rarement sur les bancs d'école toutes les compétences demandées sur le marché du travail aussi. Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment pour ne pas la faire trop longue, c'est déjà beaucoup d'informations, mais ce serait intéressant de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions par rapport à certains profils types ou certains questionnements. Je ne sais pas si on continue d'abord et qu'on fait les questions après. Bon, merci beaucoup. Je veux rebondir sur 2-3 exemples que Hélène nous a fait partie. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce que je pense que ces exemples sont très faciles à s'identifier parce que je pense que chacun d'entre nous a été déjà dans une situation où, et c'est là où moi je fais toujours la différence, soit devez, pouvez ou voulez se former. Alors c'est pouvoir, devoir et vouloir. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment 3 dimensions. Il faut vraiment bien comprendre et ça se passe vraiment sur la dimension personnelle. Et la deuxième perspective que je vois dans le monde de la formation, c'est pas la perspective personnelle, mais plutôt aussi la perspective du marché de travail, l'environnement. Et là, j'ai lu récemment une étude de l'Institut de Futur qui a dit que 85% des emplois n'existent pas encore. Ils vont se créer jusqu'en 2030. Et c'est là où on se dit, mais si ce sont des boulots qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui, est-ce que notre génération est déjà prête à les faire ?
Et aussi intéressant, 40% des emplois qui existent aujourd'hui vont plus exister. Alors il y a une certaine dynamique qui se produit en ce moment dans le marché du travail. Et je vois ça aussi avec mes étudiants, parce que voilà, ils sont très digital. Hein. Maintenant, on sort heureusement tout de cette pandémie, de ce Covid, et on voit dans quelles, laissons dire, compétences nos étudiants sont capables à le faire. Moi, j'ai par exemple des étudiants qui étaient souvent à la maison devant leurs ordinateurs. Ce sont devenus des gamblers, hein, des gamers. Ils ont créé leur propre jeu, parce que tout d'un coup, ils ont fait la passion, ils se sont formés eux-mêmes. Et ça, c'est aussi une question peut-être après que j'aimerais bien poser à Hélène, parce que je n'avais pas encore la possibilité. Les plateformes pour se former. Et c'est qui est responsable pour cette formation? Est-ce que ça peut être individuel ou est-ce que ça doit être suivi par une personne? Bon, maintenant, vous avez aussi parlé des certificats, parce qu'on doit toujours avoir, en English we say evidence, hein, une évidence qu'on a fait cette formation pour avoir voilà, le certificat de dire j'ai abouti ou j'ai fini ma formation. Comme ça, j'ai acquis une certaine compétence qui me met aussi une certaine valeur. Il y a une deuxième, laissons dire, étude que j'ai aussi lue de Randstad Research, c'était en 2020. Et là, on dit qu'il y a juste 50 personnes, et c'était une étude qui se faisait en Europe, 50 personnes de gens dans une entreprise qui sont intéressés à se former. Alors ça aussi, un peu la volonté de se laisser faire former. C'est là où je reviens à ce vouloir, pouvoir et plutôt mettre le point sur le devoir. Et peut-être aussi une question après à vous. Et comme on a assez déjà parlé, j'ai encore plusieurs notes, mais peut-être aussi j'aimerais bien donner la parole à notre public. Il y a encore un très très beau proverbe que Albert Einstein a dit une fois, et j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait un peu mes recherches. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Il faut le lire peut-être 2 fois. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Alors d'un côté, c'est l'opportunité, mais l'opportunité devient juste un succès si on est aussi assez préparé. Voilà. J'aimerais bien peut-être lancer le débat. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut contribuer à notre conversation, parce que c'est un peu l'esprit du Management Café aussi. Sandra fait mon travail, donc merci beaucoup. Mais elle a raison. Alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un a déjà envisagé de se former en cours de carrière? Si oui, à quoi? Ou est-ce que quelqu'un aimerait se former? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut être trop vieux pour se former? Est-ce que vous avez l'idée que la formation en cours de carrière est réservée à certains profils plutôt qu'à d'autres? Est-ce que vous pensez que je devrais me former à entretenir un débat public, ou est-ce que vous souhaiteriez vous former vous-même à assurer ce genre d'activité? Alors, qui a déjà... on peut procéder par sondage, en levant la main, en toute discrétion. Qui a déjà envisagé de se former en cours de route? Ok, donc on a une majorité en fait qui est l'intégralité des participants qui ont déjà envisagé de se former. Alors ensuite, on peut imaginer le type de formation. Est-ce que vous avez envisagé des formations techniques? Est-ce que vous avez envisagé des formations qui étaient un prolongement de votre occupation au moment où vous les avez envisagées, ou bien quelque chose qui vous permettait de bifurquer complètement? Alors, qui est-ce qui a déjà envisagé de bifurquer complètement? Voilà. Alors, là, voilà. C'est le moment de partager. Ah voilà. Je suis un peu dans les lumières ici, je vais me lever juste le temps de... non, donc moi j'ai commencé à travailler dans le secteur privé. Après quelques années, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi et j'ai envisagé, je me suis formée, j'ai fait un doctorat et donc j'ai bifurqué, un choix que je ne regrette pas, absolument pas. Je pense que, bon, à cette époque-là, j'étais encore jeune. Et il y a autre chose que je voulais souligner dans ce que vous disiez, c'est qu'il y a pour moi 2 formations tout à fait différentes. Une formation dans l'évolution. Donc moi, en tant que professeur, je continue à prendre des formations. Ou moi, en tant que professeur, demain, je prends une formation de coiffeur.
par exemple. Toujours loupé ma vocation de coiffeur, quelque chose que je garde toujours en tête, bizarrement. Mais donc je pense que c'est intéressant de quand même... Est-ce que chez vous, Madame Michel, vous avez parfois des gens qui viennent... Est-ce que c'est toujours des gens qui veulent bifurquer de carrière? Pour qu'il y ait une information complète, avant de passer le micro à Hélène Michel, je voudrais quand même présenter Virginie Bruno, qui est la nouvelle directrice du CEBRIG, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Voilà. Mais donc, la question de Virginie. Donc on a tout à fait les deux, hein, des bifurcations et des continuités aussi. En sachant qu'il n'y a pas toujours une frontière très précise entre la bifurcation et la continuité. Là, on a un exemple d'une rupture très marquée, mais il y a parfois des reconversions qui s'amorcent quand même à partir de certaines choses qu'on a eu l'occasion d'expérimenter quand même dans sa carrière. Par exemple, je parlais de celle qui voulait devenir infirmière. Il y avait quand même une certaine continuité par rapport à des tâches qu'elle avait pu exercer. Et donc ça pose aussi toute la question de la réorientation, hein, et des services d'orientation pour pouvoir identifier justement qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant, en tenant compte aussi des opportunités, des métiers d'avenir, etc. Et de qui je suis. Mais on a vraiment les deux. Et du coup, je voudrais Je voudrais juste rebondir sur le métier qui a du sens. Tout le monde recherche un sens dans sa vie. Est-ce que c'est pas une pression que les gens se mettent aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez pas ça dans les personnes qui viennent vous voir? Ce côté, il faut que j'ai un métier qui a du sens. Parce que c'est quelque chose que vous avez répété souvent. Et comment est-ce que vous approchez ça pour justement trouver avec la personne le métier qui a du sens pour elle? Est-ce qu'il y a des métiers qui font du sens pour tout le monde? Ou est-ce que c'est très différent pour chaque personne? Parce que vous l'avez dit plusieurs fois, mais pour moi, c'est un peu la clé avant de... C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qu'on travaille évidemment avec les gens. On a deux types d'actions auxquelles je pense comme ça qui peuvent les aider chez nous à la Cité des métiers. C'est d'abord le bilan de compétences. Donc j'ai des collègues qui font un accompagnement avec plusieurs entretiens, avec un travail vraiment introspectif, avec des exercices pour déterminer quelles sont ses valeurs, ses envies et son projet, mais aussi en se rendant compte qu'on peut avoir d'autres projets aussi en dehors du travail qui peuvent aider à faire sens et qu'il n'y a pas que le travail qui va donner tout le sens à sa vie. Donc c'est tout un travail d'équilibrage pour voir où est-ce que je veux mettre quoi en termes de temps, d'énergie, par rapport à différents aspects de la vie et comment je veux trouver cet équilibrage. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir, comme vous dites, une pression aussi, justement dans cette tendance actuelle, à se dire je dois être complètement aligné dans tout et tout doit faire sens tout le temps. Mais ça peut être le Graal qu'on n'atteint jamais. Et alors, à côté de ce bilan de compétences, on a aussi une activité qui s'appelle Sens de la vie, Sens du travail, qui fait un travail plus approfondi, pas directement en lien avec le travail, mais pour prendre le temps de questionner justement ces questions de sens et de qu'est-ce qu'on met derrière, pour pouvoir faire le point peut-être après un burn-out ou des périodes de transition, avant de réfléchir vraiment concrètement à ce qu'on veut faire. Et puis, j'ai envie de dire aussi, ça peut être aussi, entre guillemets, une question de riche aussi de se questionner sur le sens. La grosse majorité des gens que je rencontre ne se posent pas cette question-là. C'est parce qu'on en parlait et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose d'un peu prégnant. Mais même dans les gens qui veulent se reconvertir, qui disent « je veux plus faire ce que je faisais », c'est souvent plus des aspects assez concrets, matériels et pragmatiques. Je prends un exemple, j'ai rencontré dernièrement un monsieur qui avait travaillé 25 ans comme pâtissier dans un hôtel. Pendant la crise Covid, il a pu travailler là-dedans. Il a dit, vous savez, madame, c'est la première fois en 25 ou en 35 ans, je ne sais plus que je faisais Noël avec mes parents. Je veux surtout plus retourner dans ce que je fais, il faut que je trouve autre chose. Et donc, on a exploré des pistes. Il envisageait peut-être d'être technico-commercial ou de donner des formations ou des choses comme ça. Mais donc, chez lui, ce n'était pas la question de sens, mais c'était une question importante. C'était vraiment, je veux des horaires corrects. Et le secteur Horeca est en train de se poser des questions sur comment aménager les horaires de travail pour récupérer des gens, parce qu'il y a une pénurie avec la reprise de l'Horeca pour trouver des gens qui veulent bien travailler dans le domaine. Donc, est-ce que les horaires coupés, ça va encore exister? On ne connaît pas les métiers de demain, tu disais, on ne connaît pas les conditions de travail de demain. Il y a quand même une grosse majorité de personnes qui souffrent de conditions de travail pénibles, de travail difficile physiquement, de pression au travail, de mauvais management, pour les défis du management aussi. Et ça, c'est les questions principales qu'on rencontre. Et puis du chômage et
où est-ce que je peux aller, moi, travailler. Je suis volontaire, mais parfois, je ne suis pas très alphabétisée ou je ne m'exprime pas bien ou je ne suis pas vendeur avec mon allure. Et où est-ce que je pourrais aller travailler avec tout ça? Donc oui, c'est une question importante. Et c'est comme la question de vouloir se former, que j'aime bien aussi parce que, évidemment, avec l'injonction à se former tout au long de la vie, c'est quelque chose qui pèse fort sur la responsabilité individuelle aussi et des entreprises. Mais j'ai l'impression que si une personne est dans la meilleure situation possible, elle aura quand même souvent envie d'apprendre. Je crois qu'il y a peu de personnes qui vont vraiment se dire « j'aime pas apprendre ». Mais il y a des conditions de travail qui font qu'on n'est peut-être pas dans les conditions optimales pour apprendre, ou des conditions de vie qui font que, ben voilà, on a des enfants en bas âge, on doit s'en occuper, on n'a pas de temps pour étudier le soir. Ou si je suis en formation pendant 1 an, et ça on a beaucoup aussi, hein, des chercheurs d'emploi qui sont au chômage ou au CPS, ils se disent je devrais faire une formation, on m'a dit que je devrais en faire, on regarde, ah oui, mais dis-moi madame, c'est long, il n'y a pas plus court, parce que pendant ce temps-là, je ne travaille pas et je devrais quand même payer la garderie pour les enfants peut-être et avoir des frais. Alors, il y a une indemnité de formation pour les chercheurs d'emploi qui est 2 € de l'heure et ils ont une intervention dans les frais de transport. Il est question que l'indemnité, qui a déjà été remontée d'1 € passe à 3 € en plus, parce que c'est ça les vrais enjeux pour les personnes en formation principalement. Et donc là, oui, la question de vouloir se former est une question importante, mais en même temps peut-être pas centrale, quoi, je dirais. Si on s'attache à créer les conditions... même d'apprendre en entreprise. Hein, si quelqu'un a un tuteur à côté de lui qui va bien lui expliquer, l'amener à découvrir des nouvelles tâches et se dépasser dans son travail, un manager qui va lui donner des défis en toute bienveillance, etc. Je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas envie d'évoluer, de progresser et d'apprendre. Je voulais peut-être juste revenir à ce que vous avez dit, le sens de la formation. Alors, j'ai fait une petite enquête aujourd'hui parce que je viens de sortir de mon cours Value-Based Pricing. J'ai 35 étudiants et j'ai demandé la question simple, qui a choisi votre formation? Les parents, les amis, les peers. Et après, j'ai demandé la question, et levez la main, qui entre vous a décidé volontairement de faire cette formation, sans pression psychologique ou quoi que ce soit? Maintenant, devinez le nombre. 35 étudiants, et de 35 étudiants, 19 ont levé la main, qu'ils ont quand même choisi leurs études et choisir une formation universitaire à cause de leurs parents. Et moi, je me souviens, c'était la première année que j'ai travaillé à l'ULB. J'ai participé aux jours ouverts, les journées portes ouvertes, merci. Et je me souviens encore aujourd'hui, j'étais derrière mon stand marketing, hein, pour les professeurs en marketing, pour un peu faire la pub des cours en marketing. Et je vois 2 parents qui tirent leur enfant, mais vraiment carrément tirés vers les différents stands. Et c'est les parents qui ont posé les questions. Et ils sont venus à mon stand, et la maman a commencé, le papa a commencé, et il y a le garçon qui était là, qui a fait comme ça, oui. Et j'ai dit, et toi, ça t'amuse de faire le marketing? Ça t'amuse de faire, je sais pas, la finance? Il me dit, et la mère, oui. Alors ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose où je me suis dit, c'est qui est responsable aussi de faire la pression sur la formation, hein. Maintenant, on parle des enfants, mais on parle aussi du conjoint. On parle peut-être aussi de la pression des amis, des peers, de la communauté, peut-être aussi une certaine pression qu'on se fait soi-même, parce qu'on veut toujours, laissons dire, plaire à peut-être la communauté. Je sais pas, ça c'est aussi quelque chose, je vois parfois le sens. Et d'ailleurs, j'avais une idée, je vais proposer ça peut-être à notre doyen. Pourquoi faire pas un bilan de compétences pour chaque étudiant, pour vraiment voir est-ce que c'est la bonne infrastructure de se faire laisser former universitaire? Why not, hein? C'est peut-être une idée. Oui, et déjà, j'ai envie de dire, déjà dès l'école secondaire, hein, tous les jeunes qui sont maintenus à tout prix dans l'enseignement général alors qu'ils aimeraient peut-être aller vers le qualifiant. Donc justement, le mois de mai, c'est le mois du qualifiant. Donc
Je crois que c'est une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir l'enseignement qualifiant, qui est trop souvent une filière de relégation. Et on a souvent à la Cité des métiers aussi des jeunes qui ont parfois 19, 20 ans ou tout juste 18 ans et qui ont traîné à l'école secondaire et qui finalement n'ont parfois même pas le diplôme du secondaire inférieur. Donc ils n'ont même pas réussi la 4e secondaire parfois ou sont arrêtés en 5e et qui voient entre-temps leurs camarades qui ont obtenu le diplôme de fin de secondaire. Et souvent, ils viennent en disant « moi je veux obtenir maintenant le diplôme du secondaire ». Mais pourquoi ? Principalement parce que tout le monde autour d'eux l'a eu et que c'est très difficile pour eux en termes d'image de se trouver en dehors de ça. On en entend vraiment régulièrement. Et donc, tout l'enjeu à ce moment-là, c'est de se dire, mais justement, qu'est-ce que toi tu veux et est-ce que tu as envie de te remettre ? Parce que c'est pas parce que maintenant tu dis je le veux que ça ira plus vite ou plus facilement, mais si tu le veux, pourquoi pas ? Est-ce que tu as envie de te remettre à étudier ? Ou est-ce qu'en fait, tu as juste envie de travailler, faire un job que tu aimes bien, il y a peut-être d'autres moyens envisagés. Il y en a à ce moment-là qui ouvrent des grands yeux quand on leur parle de l'enseignement en alternance et de la possibilité d'aller 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école pour apprendre certains métiers et qui trouvent là leur voie, ou une formation professionnelle avec Bruxelles Formation dans différents métiers. Donc c'est vrai que la pression sociale avec des grandes autoroutes connues font que certains se dirigent là sans s'être posé les questions avant. Et donc nos conseillères aussi en études supérieures à la Cité des métiers ont un rôle à jouer là-dedans. Elles regardent les programmes avec les jeunes pour identifier qu'est-ce qui pourrait les intéresser là-dedans. Elles font des séances d'infos sur les études. Il y a une question là-bas. Je vois une question. On va suivre le sens des aiguilles d'une montre alors. Merci beaucoup, Pierre et Guillaume. En fait, je vais revenir à ce que Sandra a dit concernant ces études relatives au devoir se former. Je suis membre du conseil d'avis de Agoria, qui est la Fédération des entreprises technologiques de Belgique. Et ils ont fait toute une étude qui s'appelle Be the Change, vous pouvez trouver sur Internet. Et parmi les chiffres que vous avez donnés, il y a des chiffres qui disent que pas seulement ce que vous avez dit, 40% vont être obsolètes, mais pour qu'on ait le même niveau d'emploi. Et on n'est pas beaucoup de monde au chômage vu cette obsolescence des compétences. On a besoin de former des centaines de milliers de personnes dans les 10 ans à venir. C'est énorme. Il y a du travail pour se relever, heureusement. Et la question est de dire comment on va organiser ceci, de quelle façon on va aller là-dedans. Et je vais peut-être faire référence à pas mal d'initiatives qui se passent dans le domaine technologique, dans le domaine digital, dans le domaine cybersécurité, où on a lancé avec Agoria justement pas mal d'initiatives. Depuis une douzaine d'années, on a inventé le mot, pas informaticien, mais le digital expert. Et on a fait plein de campagnes à la radio de façon à convaincre les jeunes pour s'inscrire dans des métiers, dans des formations STEM, ingénierie, informatique, etc. Aux femmes pour qu'elles acceptent d'aller dans les métiers informatiques, justement, où il y a très peu, malheureusement. Mais on n'a jamais fait le nécessaire, malgré tous mes insistances là-dessus, c'est que on présente ces métiers qui sont on recherche des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui dans ce domaine-là, et il y a des dizaines de milliers de chômeurs. On n'arrive pas à switcher les gens dans ce métier-là. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression quand on est chercheur d'emploi ou qu'on est quelqu'un qui n'est pas intéressé par l'aspect mathématique, ingénierie, et qu'on est beaucoup plus littéraire, on a l'impression qu'on est bon à rien dans ces domaines-là. Et pourtant, il y a plein de métiers qui nécessitent de l'empathie, de la compréhension, de la discussion, de la communication, de la gestion de projet, etc. Je peux citer plein de qualités et on ne réalise pas que ce bilan de compétences, Sandra, comme vous dites très bien, est essentiel dans la mesure où j'identifie le bilan de compétences que j'ai, peut-être rien de technologique, je m'en fous, mais il y a assez de compétences que je possède qui me dirigent directement vers un métier indispensable qui va permettre à un hôpital à pouvoir comprendre comment les médecins travaillent et organiser le workflow, le traitement de façon à ce qu'on automatise tout ça et tout le monde est gagnant et les patients sont mieux traités. Voilà un exemple bête, mais qui fait qu'on oublie ce genre de possibilités. Et on est dans un monde binaire où soit je suis digital, soit je suis largué. Mais non, c'est un monde qui devient de plus en plus un mélange de tout et c'est ça qu'on a besoin de gagner des opportunités. Voilà. Merci. Des réactions ou est-ce que votre question la deuxième question est sur le même thème ou sinon c'est pas lié à ça. Donc on va faire un aller-retour si vous voulez. Oui, bien sûr. Oui, très intéressant ce que vous expliquez. Et d'ailleurs, c'est un des défis des cités des métiers ici à Bruxelles et en Wallonie de
pouvoir faire découvrir les métiers et d'orienter aussi de manière ouverte vers les métiers. À côté de la formation tout au long de la vie, le nouveau chantier là, dans ce service, c'est l'orientation tout au long de la vie. Et donc, il y a des gros moyens qui vont de plus en plus être mis en œuvre pour ça aussi, pour permettre aux personnes de s'orienter et de découvrir à la fois ce qu'elles ont envie de faire, mais d'explorer les métiers. Et donc ça, il y a des partenariats aussi à faire. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, nous, on est régulièrement informés des besoins aussi des secteurs et des entreprises pour pouvoir en parler au public. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne soupçonnent pas du tout qu'elles peuvent aller vers ça. Pourtant, dernièrement, j'avais quand même quelqu'un qui avait fait du code, en fait, qui était indépendant et qui dit, pendant le Covid, j'ai codé tout seul dans ma maison tout le temps. Je suis saturé. Il était en maladie, d'ailleurs, il était en burn-out. Et il dit, je voudrais aller vers autre chose qui est plus d'humain. Et donc, on a exploré les pistes que vous avez dit là, en essayant de voir dans quel métier de l'informatique il pouvait aller pour être plus en contact. Et moi, je l'ai invité à se rendre compte que dans l'informatique, il y avait beaucoup de métiers où il fallait être à l'aise avec l'humain pour analyser les besoins, etc. Mais c'est vrai que c'est des vrais défis de faire découvrir l'ensemble des possibles dans les palettes de métiers par rapport aux besoins. Et donc, il y a des rencontres, je pense, à faire aussi entre les cités des métiers, les secteurs, et on en fait régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à venir parler non plus à l'équipe des conseillers de la cité des métiers. On est demandeur. Je vais mentionner à Christina Dacteris. Voilà. Donc, notre directrice de la cité des métiers aussi prend les rendez-vous pour nous rencontrer. J'en profite pour souligner le fait que les Management Cafés sont aussi un endroit où on fait du networking et que là, je suis en train d'observer que c'est en train de fonctionner. Je m'en réjouis. Mais je passe le micro pour la prochaine question. Merci. Moi, effectivement, je voulais partager un peu deux histoires. Moi, j'ai fait mes études à Solvay. J'étais très impliqué dans les associations étudiantes, etc. Donc, j'ai vu quand même beaucoup de gens aller à Solvay et rater à Solvay. Et je ne sais pas si vous avez le chiffre, le pourcentage de primo-inscrits en B1 à Solvay, en Ingé ou en École qui terminent en 5 ans. Donc voilà, première, pas de première avant, etc. Donc je tiens le chiffre de Nicole Van der Rost. Il est de 7%. Et alors on pourrait se targuer de se dire c'est des études difficiles, etc. Mais pour moi, c'est surtout un échec de communication, de dire qu'en fait, non, c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que Sandra a profondément raison. Il y a énormément de gens qui sont poussés par leurs parents. Ça a été mon cas, ça a été le cas, je pense, de plein de gens. J'ai eu de la chance de m'y retrouver finalement parce que ça m'a plu, mais voilà, pour le même prix, ça me plaisait pas du tout. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire là-dessus. Après, moi, il y avait une autre question avec laquelle je venais. Je termine actuellement. Donc moi, j'ai terminé mes études à Solvay en 2016. J'ai commencé à travailler et donc là, je termine un master en éthique et en philo à l'ULB. Et c'était la croix et la bannière parce que donc j'adore, je suis extrêmement heureux. Enfin, je continue toujours à travailler. Outre le fait que j'ai commencé en 2019 et je m'attendais pas tout à fait aux 2 années qui ont suivi, donc j'ai pas tout à fait pu profiter de mon enseignement comme je l'espérais, mais voilà, c'était quand même très sympa. J'ai eu la chance de pouvoir étaler mon master sur 3 ans. Néanmoins, et moi je voulais vraiment poser la question de l'offre qui existe en termes de formation, parce que et je la centre peut-être beaucoup sur l'enseignement universitaire que personnellement moi je valorise entre guillemets pour mes intérêts, mais je la trouve proche de zéro pour quelqu'un qui travaille déjà. Dans le sens où, moi, là, le master que je suis, c'est un master cours du jour, tout ce qui est le plus classique. J'ai cours de 14 à 16 et de 10 à 12. J'ai du bol parce que j'ai négocié avec mon employeur de pouvoir participer en cours. J'ai un boulot commercial, donc si je gardais mes chiffres, je pouvais le faire. Ça se négocie assez bien. J'ai étalé mon master sur 3 ans. Entre-temps, j'ai eu un bébé aussi, donc c'était vraiment le croix à la bannière, c'était vraiment l'enfer. Mais voilà, j'ai rendu mon mémoire il y a une semaine, je suis extrêmement content. Mais ce que je veux dire, c'est que l'offre est extrêmement faible parce qu'il y a soit des masters en cours du jour, donc c'est très sympa, mais pour des gens qui travaillent, c'est intenable. Il y a à tout casser 3 masters, je pense en horaire décalé, notamment je pense le master en sciences du travail, peut-être que vous avez suivi, je crois également le master en GRH. Il y a un master 60 en sciences politiques, voilà. Et puis sinon, éventuellement, il y a les formations de l'EXED, notamment la formation en cybersécurité qui est entre autres gérée par M. Ataya. Donc on sait la qualité, mais on sait également le prix. L'EXED, c'est très cher. Et donc c'est un peu la question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a pour des gens qui voudraient suivre un enseignement, je dirais, de qualité universitaire, et je ne dis pas ça dans le sens mieux qu'autre chose, mais vraiment de type universitaire, et qui en revanche se retrouvent avec des impératifs de voilà, je dois travailler, et donc le cours de 14 à 16, c'est compliqué. Et les TP, si jamais il y a des TP obligatoires, c'est encore pire, mais donc voilà, c'est un peu ça ma question. Il faudrait peut-être demander au doyen de la faculté de répondre, mais... Alors, oui, et vous évoquez les cursus diplômants. Je ne sais pas si c'est le seul questionnement par rapport à des cursus vraiment qui délivrent un diplôme de master.
parce qu'il y a aussi les formations certifiantes à l'université ou les formations, les modules courts en promotion sociale qui, c'est vrai, pourraient être beaucoup plus développés. Maintenant, avec ce qui est sur la table, de développer un compte individuel de formation dans les années à venir, j'imagine qu'il va y avoir une offre privée aussi qui va se développer. Maintenant, ça pose aussi toute une série de questions. Tu évoquais la question des certifications. Voilà, c'est des questions que je me pose à ce jour sur justement l'offre aussi. Les manques, nous, on le voit tous les jours. Quand on cherche des offres, il y en a qu'on ne trouve pas pour le public. Il y en a qui vont jeter un peu du côté du privé pour voir ce qui existe, mais ils se posent toujours la question de la reconnaissance, justement, de ce que ça va leur délivrer. Après, on met toujours en balance, évidemment, par rapport à ce qu'ils apprennent et aux besoins des employeurs. Donc, on leur dit, dans la mesure où vous avez eu un programme conséquent et de qualité, c'est des choses que vous avez apprises, que vous pouvez faire valoir et que vous avez déjà un diplôme initial, genre bachelier, master ou une autre formation, ça a le sens que les compétences qui vous sont amenées portent, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des manques d'offres et des besoins qui pourraient être satisfaits en plus. Et que moi, ma crainte avec ce compte individuel de formation, c'est qu'il y ait des offres vraiment qui répondent à des besoins très spécifiques et ponctuels, qui essaiment comme ça et que les gens aient du mal à s'y retrouver et avoir une garantie de qualité, justement, alors qu'il y a des structures qui existent, comme l'enseignement de promotion sociale, qui est peut-être moins mobile dans les offres qu'il peut mettre en place, puisque c'est l'enseignement et qu'on sait que ça prend du temps de mettre des cours dans l'enseignement en place. Mais voilà, c'est des questionnements pour lesquels je n'ai pas de réponse non plus. Après, il existe, pour reconnaître les compétences, des dispositifs qui existent, comme la validation des compétences, où on peut passer des épreuves devant un jury. C'est pour des métiers assez techniques, quoique il y a d'autres offres qui se développent. Mais oui, au niveau certifié. Je vois d'un point de vue universitaire, c'est très difficile. Et moi, je remarque beaucoup dans mon boulot, je travaille dans le conseil, etc. Quand je partageais avec des gens que je faisais un master en éthique, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais super sympa, c'est hyper intéressant, ça m'intéresserait beaucoup, on parle de recherche de sens, etc. etc. » Ah, tu fais ça comment ? À l'ULB, en cours du jour. Et j'ai étalé sur 3 ans parce que puis en plus il y avait une passerelle, machin, enfin bref. Et il y a beaucoup de gens qui disent ah j'aimerais vraiment beaucoup, mais ça par contre c'est pas possible. Et quand j'en ai parlé avec certains professeurs, notamment avec Thomas Berns, qui est le directeur du département de philosophie à l'ULB, j'ai dit mais il y a des gens qui seraient demandeurs. Il m'a dit ouais mais faire ça impliquerait donc de payer des professeurs qui donneraient cours de 18 à 21, ce que d'une part tous les profs ne veulent pas faire, et d'autre part ça veut dire donc dupliquer les coûts parce que c'est des professeurs qui donneraient cours en journée mais également en soirée. Et potentiellement que l'ULB ne serait pas d'accord de financer ça, et la Fédération Wallonie-Bruxelles non plus. Et donc ce seraient des études non finançables, donc privées, et on reparle parce qu'aujourd'hui on veut faire de la philosophie. Soit il y a le programme de l'EXED, Management et Philosophie, je crois que ça coûte 8 000 € pour 10 demi-journées. Je pense qu'il est vraiment de très grande qualité, mais c'est quand même très spécifique et c'est quand même très niche. Ou bien vous faites un master qui vous coûte un Minerval, donc 850 € par an, mais ça n'existe qu'en cours du jour. Et c'est vrai que c'est un exemple très spécifique, la philosophie, et je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément ça qui ouvre le plus de débouchés, même si j'ose espérer qu'il fait partie des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui et qu'on verra un peu plus. Mais je pense que c'est le cas de pas mal de choses pour des gens qui veulent se réorienter, en tout cas potentiellement dans l'enseignement universitaire, qui, je suis d'accord avec vous, ça reste vraiment le problème de riches des problèmes de riches, mais je trouve que c'est vraiment, en termes d'offres, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il y a beaucoup moins de travailler. Et effectivement, dommage que Bruno Van Polseberg ne soit pas là. Il aurait peut-être eu des bonnes idées aussi. En tout cas, je lui souhaite. Mais donc voilà. On peut peut-être noter vos idées, soit pour les transmettre, soit pour en faire quelque chose nous-mêmes. Est-ce que peut-être l'hybridation des formations va être aussi une solution ? Je ne sais pas si vous y réfléchissez, mais c'est quelque chose qui est sur la table un peu partout, je pense, qui a été amorcé avec le Covid et qui plaît à beaucoup de monde et donc qui peut permettre éventuellement des souplesses aussi. Mais bon, ça demande de revoir les choses tout à fait autrement. Je sais pas si ça fait 2 ans maintenant et c'était même pas planifié, mais ce projet est tombé pendant le Covid. On fait pas mal des recherches en ce moment pour comprendre quelles formations, soit online, hybride ou en présentiel. Et on voit une énorme demande de gens qui ont déjà fait des études, qui sont déjà dans leur train de travail ou le travail de vie, de se former online, parce qu'ils ont exactement ces contraintes.
le matin, ils doivent partir au boulot. L'après-midi, normalement, ils doivent encore un peu s'occuper des enfants. C'est quand le créneau où ils peuvent se former, c'est normalement à partir de 8 heures. Alors, ce que nous, on voit, et on a fait toute une analyse là-dessus, que par exemple, des gens qui veulent vraiment se former, spécialiser, même pas peut-être révolutionner leur formation, mais peut-être évoluer dans leur formation, c'est vraiment ces créneaux de soir. Et là, comme vous avez dit, trouver un professeur, et moi, j'enseigne énormément dans les MCC, c'est exactement les études pour les gens qui travaillent à côté. Moi, je donne 2 à 3 fois par semaine de 6 à 9 heures cours. Et j'avoue, si vous avez déjà donné le cours le matin pour les autres masters, vous êtes vraiment out. Ça ne veut pas dire, mais c'est vraiment trouver quelqu'un. Et c'est là où on a recommandé, pourquoi pas faire des cours online que vous pouvez préenregistrer, vous pouvez faire des webinars, mais là, on revient un peu à ce problème de certification. Participation aussi, mais aussi certification. Parce que des vrais certificats n'existent pas encore vraiment dans le online world, dans la formation de online world. D'autres remarques, d'autres questions? Ce dont on parle maintenant... C'est plutôt un commentaire, si je peux me permettre, Pierre-Guillaume. Merci. En fait, en ce qui concerne les études qui font du sens, quand on a les moyens, on peut faire des études qui sont un hobby ou qui sont des domaines qui m'intéressent. Mais quand on a l'obligation, le devoir de faire des cours, je cherche évidemment surtout des cours qui ont du sens, mais qui vont aussi me permettre de travailler et de nourrir ma famille. Ce qui fait que sens plus plaisir plus utilité doivent être combinés, sinon on n'a pas de motivation. Mais il ne faut pas oublier, et je regarde et je reçois régulièrement, je suis un peu le conseiller des enfants de mes amis qui m'envoient leurs enfants dès qu'ils sont en l'âge de choisir le NIF, et puis je parle avec eux et je leur dis, voilà, il faut savoir que c'est important d'avoir un métier qui vous intéresse, mais il faut avoir un métier où vous pouvez trouver du travail. Et c'est vers ces formations-là que vous devez aller. Et ce n'est pas habituel. On a plein de formations qui n'aboutissent pas nécessairement, sauf exceptionnellement, vers un métier. Et on les pousse quand même parce qu'on a besoin de garder ces formations dans les universités, dans les écoles supérieures, etc. Et c'est dommage. Je voulais aussi mentionner une deuxième chose concernant le bilan des compétences. Sandra, vous l'avez mentionné, c'est en fait, nous avons créé il y a pas mal dans notre domaine aussi, digital, cyber, etc. Il y a pas mal de cadres de référence qui identifient le rôle et les différentes compétences nécessaires pour ce rôle-là. Alors nous avons bêtement pris ceci et traduit les rôles en informatique et en cyber, et on a dit voilà les compétences qui sont nécessaires, des compétences hard, c'est-à-dire des compétences techniques, etc., et des compétences soft. Et alors on peut évaluer les compétences de quelqu'un pour un rôle donné, en disant voilà, vous avez autant de manquements pour ces compétences-là, venez suivre nos cours à Solvay ou ailleurs pour vous améliorer, ou bien tiens, par rapport à ce que vous avez évalué, les compétences pour lesquelles on vous a posé des questions relatives au rôle que vous avez demandé, il y a d'autres rôles qui peuvent vous intéresser qui sont ceux-là. Et alors, je parlais avec Bruno, justement, notre doyen, et qui m'a dit, et Georges, est-ce qu'on peut appliquer ton modèle par exemple, au marketing ou bien au sustainable et tout ça? J'ai dit oui, à condition d'avoir une structure de quel rôle existe dans ce domaine et quelles sont les compétences individuelles qu'on peut injecter dans le système, et le lendemain, le système fonctionne pour ceci. On parle de ça de matching. C'est vraiment trouver les compétences des étudiants et après trouver la bonne formation. D'ailleurs, tu m'as donné une chouette idée, peut-être pour un autre Management Café titre, se former, it's ageless. Ça veut dire que moi, je vois par exemple, bon, maintenant je parle de ma belle-mère, elle a 70 ans et elle veut absolument suivre des cours en médecine. Elle m'a dit, elle était dans l'auditoire, elle est rentrée et tout le monde l'a regardée comme ça, mais c'est quoi ce extraterrestre? Qu'est-ce qu'elle veut ici? Et c'est là où je me dis aussi, pourquoi pas enlever ce stigma que la formation se peut faire dans n'importe quel âge. Et on doit arrêter de dire que se former, ça s'arrête avec 25, 26, 28 ans, parce qu'après, on doit commencer à travailler et gagner de l'argent. Et c'est ça où je trouve c'est parfois aussi un peu gaspiller son temps et peut-être le sens de la vie, parce que parfois on trouve la passion, on trouve des choses même dans un âge, et malheureusement c'est aussi un peu encore l'environnement de travail, parce qu'on dit à partir d'un certain âge on doit aller en retraite.
Ça veut dire, est-ce qu'on arrête? Je ne sais pas, c'est peut-être une question pour vous, Hélène. Est-ce que vous avez aussi des retraités qui viennent chez vous, qui disent, voilà, je veux me reformer? Oui, on a moins ce public-là, ça peut arriver, mais je pense que souvent ils trouvent leur formation en allant vers les écoles de promotion sociale qui sont près de chez eux. Il y en a qui préparent la retraite aussi en se disant je vais me former pour développer une activité que je pourrais exercer à ma retraite aussi. Maintenant, je voulais revenir sur ce que vous disiez, monsieur, avec l'identification des compétences. Donc, c'est quelque chose qui se fait aussi dans les services de l'emploi, de l'orientation et de la formation, à partir des référentiels de métiers, avoir des screenings, des tests d'identification des compétences par métier. Donc, par exemple, à la Cité des métiers, on a un collègue qui fait ça et qui a pour différents métiers des questionnaires pour que les gens puissent se situer par rapport à ça. Ce qui est important, évidemment, c'est qu'il y ait toujours aussi une possibilité de faire un choix, quoi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été conditionné, on a été plongé dans un métier, qu'on a développé certaines compétences, qu'on ne peut pas en explorer d'autres. Et pour ça, j'aimais bien aussi l'idée, on peut se former à n'importe quel âge, pas toujours avec une fonction utilitariste aussi, même si évidemment on comprend les besoins du monde du travail et qu'il faut évidemment être attentif à ce matching, mais ne pas être dans une visée complètement adéquationniste non plus, qui enlèverait la possibilité aux gens de développer leurs projets. Ça, c'est un peu contraire, disons, aux valeurs des professionnels de l'orientation. Mais bon, j'imagine bien que ce n'est pas jusque-là que vous poussez non plus les choses, évidemment. Le tout est de trouver cet équilibre, comme vous disiez, hein, entre le plaisir et ce qui fait sens et ce qui pourra m'amener à trouver du travail. Maintenant, comme vous disiez, on ne connaît pas toujours les métiers de demain, donc choisir des études supérieures qui vont déjà parfois se passer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 7 ans, sans connaître les métiers de demain, ça reste un pari. Et il y a des choses qui peuvent se créer. On parlait de la philo. Est-ce que c'est si inutile que ça par rapport aux enjeux d'aujourd'hui? On pourrait se dire, mais on ne voit pas d'offre d'emploi de philosophes, mais est-ce qu'ils n'ont pas quand même un rôle à jouer? Donc voilà, c'est des questions importantes, je pense. En fait, si on doit former des centaines de milliers de personnes dans des domaines qui n'existent pas aujourd'hui ou qui existent aujourd'hui, qui sont émergents, la question c'est quoi ces domaines? Et la deuxième question, c'est dès qu'on voit un domaine apparaître à l'horizon, comment allons-nous l'intégrer dans notre système pédagogique, autant pour les jeunes que pour les moins jeunes? Évidemment, pour les moins jeunes, on peut tout de suite les faire comme mes cours en cybersécurité en Executive Education que Monsieur a mentionné. Évidemment, ça permet à des gens d'arriver tout de suite au travail, mais ce n'est pas donné puisqu'on doit mobiliser des profs et tout ça. Mais si on arrive à intégrer toutes ces différentes matières, nouvelles matières, dans nos différentes étapes éducatives, c'est-à-dire à différents âges, on peut évidemment gagner du temps et être excellent par rapport à des pays ou des continents est-asiatiques qui vont nous dépasser, qui sont en train de nous dépasser et qui font qu'on va nous-mêmes tous être obsolètes un jour. Alors toute la question est de dire comment allons-nous continuer cette capacité d'avoir des gens qui sortent sur le marché, qui peuvent s'adapter, se reformer, se upskill, se reskill, comme on dit, de manière valable. Quand je vois aujourd'hui le nombre de compétences qui manquent aux étudiants que je dirige en Business Field Project ou que je mets dans les entreprises en dernière année Master in Management ou en Polytech ou en faculté de sciences, et je dis, tiens, il y a des formations de base, des connaissances de base qu'on ne connaît pas, qu'on ne donne pas, et comment on peut faire pour changer notre système éducatif de façon... Mais quand je parle de ça, les gens me disent, mais attends, ok, on se calme un peu, parce que évidemment qu'on va garder des matières traditionnelles à l'école, le latin, le grec, etc. On ne va pas abandonner ça. Et alors ça devient des questions vraiment philosophiques plutôt que des questions pragmatiques. Et pourtant, on est face à une concurrence qui va nous obliger à être beaucoup plus pragmatiques. Et je ne parle pas nécessairement des sciences, je parle les méthodes de communication, d'évaluation du risque, de négociation. Il y a plein d'aspects soft skills, communication non violente, tout ça que nous négligeons, que nous ne donnons pas à nos écoles, nous ne donnons pas à nos universités, et on espère que les gens les acquièrent après, moyennement des cours chèrement payés, parce qu'ils sont obligés de suivre ces cours-là. Une réaction?
Oui, juste pour dire qu'en effet, oui, les soft skills, c'est ce qu'on appelle aussi les savoir-faire comportementaux. Les services publics de l'emploi et la formation travaillent aussi beaucoup dessus parce que c'est clair que c'est devenu incontournable et que ça s'apprend de différentes manières, mais peut-être pas assez poussé non plus. Il y a l'éducation dans le contexte de vie, puis il y a l'enseignement, puis il y a le milieu du travail. Et est-ce que l'enseignement travaille ça? On entend parler d'écoles aussi alternatives qui travaillent de manière plus transversale sur des projets pour essayer de développer aussi ce type de compétences-là. Il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer aussi dans ces expériences de pédagogie alternative aussi. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de crucial sur le marché du travail. Et peut-être que le philosophe peut nous éclairer. J'ai pas encore défendu mon mémoire, on verra ça après. Non, mais je suis d'accord, je pense que c'est une vraie question et je la pose de façon un peu provocante, mais est-ce qu'aujourd'hui l'université ou les écoles, est-ce que c'est leur travail de former les futurs employés? Mon parti pris est de dire que non. Je pense que celui de M. Daillet est de dire que oui. Moi, je crois profondément dans la mission de l'université qui est de créer des hommes et des femmes de demain et qui n'est pas de créer des employés. Ça, c'est le boulot pour moi des entreprises. Les jeunes qui sortent de l'école sont, j'en recrute moi-même moins payés. Et note pourquoi? Parce qu'il va falloir tout leur apprendre. Et je pense que vous pouvez faire 50 plus à l'université. Il y a des trucs, et je me le dis entre guillemets à moi d'il y a 6 ans, t'es pas prêt. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras sûrement pas prêt parce que pour avoir suivi les cours de plusieurs personnes ici, j'ai appris beaucoup, mais j'ai surtout appris à apprendre. Et honnêtement, ensuite, j'ai été confronté à des choses et j'ai pris des claques et j'en prends encore sûrement plein. Et c'est ça qui a fait que mais pour moi, c'est le rôle de l'université, et je crois profondément dans le projet de l'ULB à ce niveau-là. Pour moi, c'est de créer des hommes, des femmes de demain, des citoyens du monde, des citoyens actifs qui croient dans un projet de contrat social dans lequel on peut avancer. Et en revanche, j'invite toutes ces dimensions, et je sais tous les métiers qui doivent encore arriver, genre que des data scientists, des cyber security engineers, qui font du vulnerability management à peu près à longueur de journée. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est plus de branding de ces domaines-là pour dire mais on existe, et oui, toi, tu as fait un master en histoire, et on s'est moqué de toi pendant 5 ans en disant que tu finirais sûrement au chômage. Le vulnerability management, peut-être qu'en fait, ça pourrait être fait pour toi. Et viens, et on va te payer peu au début, mais tu vas apprendre beaucoup, etc. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un problème, c'est que je vois beaucoup de sociétés, bonjour, alors pour vulnerability management, ils s'en prennent plein la gueule ce soir, mais voilà, on cherche quelqu'un pour faire du vulnerability management, et on voudrait quelqu'un qui ait 10 ans d'expérience. Super. Alors, les profils en cybersécurité s'arrachent à prix d'or parce qu'il n'y a personne, et effectivement, les entreprises ne veulent pas former des jeunes. Ils veulent déjà des gens qui sont très compétents. Et donc, à ce moment-là, on se retrouve dans des trucs qui sont hyper compliqués, et ça change tout le paradigme de, OK, formons les jeunes pour être déjà... l'expression dans le domaine, maintenant, c'est plug and play. Voilà. Ils arrivent, plug, play, c'est parti, tu es capable de travailler. Les gens, ils ont 26 ans, c'est impossible. Et donc, c'est un peu, moi, je trouve qu'il y a un vrai changement de paradigme qui doit se faire. C'est-à-dire, voilà, à l'université, on apprend à apprendre, on apprend à être citoyen du monde, et ensuite, vous allez démarrer, et vos 2 premières années, vous allez surtout apprendre un métier que vous ne connaîtrez pas à ce moment-là. Et à ce moment-là, pour moi, c'est à différentes initiatives de montrer qu'il y a du boulot dans telle ou telle filière, et pour pouvoir progresser un peu là-dessus. Une réaction? Bravo, tout à fait d'accord, absolument. Il y a une organisation qui s'appelle Cyber Wayfinder, lancée par une dame qui a commencé à identifier des personnes qui sont surqualifiées par rapport au métier de caissière, au métier vraiment subalterne qu'elles avaient malgré leur diplôme, etc. Et elle leur donnait, parce que comme vous dites très bien, elles ont toutes les compétences pour comprendre les métiers comme vous l'avez mentionné, que ce soit vulnérabilité, que ce soit analyse de besoins, que ce soit changement identifier et gérer les process métiers, etc. et les adapter. Ces gens-là sont très qualifiés pour faire ça. Alors, ce qu'elle faisait, cette dame, c'est qu'elle donnait des formations spécialisées à ces personnes qui s'étaient surqualifiées et qui avaient les moyens de comprendre. Et puis après, elle les aidait à se placer sur le marché du travail. Elle finançait la formation et elle se faisait payer par les employeurs qui engageaient ces gens-là pendant les premières années. Ça a fonctionné très bien et on lui a donné le prix de la personnalité en cybersécurité de l'année passée. La dernière remarque m'amène à poser une question que j'avais en tête depuis le début de l'intervention, qui est que on a en tête que la formation, quel que soit le moment où on l'obtient, c'est acquérir des compétences. Est-ce qu'il n'y a pas ou des connaissances, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension qui consiste à prendre conscience des compétences dont on dispose déjà?
On a parlé des bilans de compétences. Est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une forme de formation, que de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on sait faire et qui sont pas reconnues par des tiers, et que la formation va amener à pouvoir mettre en évidence? Oui, donc il y a toutes sortes de dispositifs d'orientation qui existent, qui ont entre autres cette vocation-là. Maintenant, ce n'est pas un travail mécanique. Même le bilan de compétences, en fait, il porte très mal son nom, parce que c'est vraiment un modèle français et donc qui a été importé ici. Mais mes collègues réfléchissent peut-être à donner un autre nom, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire un bilan de compétences. Mais donc, c'est tout un processus réflexif pour amener à savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, entre autres à partir de éventuellement mes compétences, mais il ne va pas y avoir un moment vraiment une liste où on va cocher des compétences. Je parlais aussi de l'identification des compétences avec ces questionnaires par métier où il y a des questions assez précises sur les outils parfois et des questions liées au travail pour voir ce que la personne maîtrise ou pas. Il y a la validation des compétences qui est une épreuve en situation aussi. Et puis, il y a des activités d'orientation qui sont faites pour des personnes peu qualifiées aussi, pour prendre le temps de faire le point sur ce qu'elles veulent faire et faire un stage après en entreprise pour vérifier leur projet, pour voir si elles veulent le réaliser. Et il y a toutes sortes de choses qui vont encore être développées dans l'orientation, comme je le disais tout à l'heure. Mais donc, c'est une phase, on prend de plus en plus conscience que cette phase d'orientation est importante pour que... pour éviter de perdre du temps, on le voit dans le supérieur. Hein. Je crois que ce n'est pas que dans le cursus que vous avez suivi que des élèves, des étudiants en première bac se trompent et se réorientent. Moi-même, j'ai fait une année comme ça avant de faire autre chose. Donc c'est un vrai enjeu pour tous, quoi, pour les personnes, pour les pouvoirs subsidiants et pour le marché du travail, que de pouvoir être bien orienté. Donc ça, c'est quelque chose qui va connaître encore un grand développement ici. Prochainement. Peut-être pour enchaîner à ça, quand moi j'ai commencé mes études, c'était tu termines ton école et tu vas directement à l'université. Et moi je me souviens à l'époque, bon c'était déjà il y a plusieurs années, j'avais 2-3 copines qui ont dit non, nous on va voyager, on va prendre un sabbatical. Hein. Et moi je trouve aujourd'hui, et c'est là où je reviens à ce que toi tu as dit, comment on peut aussi avoir une certaine idée, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est ma passion, qu'est-ce qu'avec une certaine distance, peut-être j'aimerais bien faire. Et je pense qu'il faut aussi faire attention quand il ne faut pas enchaîner les formations. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je vois pas mal chez mes étudiants, terminent leurs écoles, font leur bachelier, ils font leur master, après encore une spécialisation, après ils vont travailler. Alors je trouve que c'est un peu too much. Hein. Il faut vraiment aussi un peu digérer ce qu'on a appris. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. À l'université, on apprend les outils, apprendre à apprendre. Je pense qu'il faut continuer ça, mais avec une certaine vitesse, pas trop vite. Mais de nouveau, d'où vient cette formation? C'est école, université ou école, formation, travailler, gagner de l'argent. Et c'est là où peut-être beaucoup de gens se disent ah, mince, je suis dans ce vicious circle, dans ce tsunami, hein, où je ne me sors pas parce que je dois quand même arriver à quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a les voyages éventuellement, et puis il y a aussi une initiative qui existe, qui est le service citoyen, qui permet à des jeunes de vivre une expérience de volontariat pour prendre le temps aussi de vivre autre chose et dans une activité qui est utile pour la collectivité. Il y a un autre organisme aussi qui s'appelle Solidarité, qui fait ça aussi pour des jeunes en décrochage avec un accompagnement. Et donc tout à fait, pouvoir vivre des choses, c'est aussi une façon de se former et de maturer son projet. Et donc c'est important de pouvoir dire à des jeunes que ça existe. Souvent c'est pour les jeunes que c'est plus possible quand ils sont encore soutenus par les parents, mais il y en a qui le font après d'autres manières aussi. Je vois que l'heure tourne, mais on peut encore prendre une question ou deux, une remarque, un commentaire de conclusion. Ah bah. Je me posais juste la question, justement, pour rebondir par rapport à ce que Sandra, est-ce que vous avez dit, est-ce qu'il faut toujours une formation pour se former? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent former? Un voyage à l'étranger, comme vous dites. Et je crois que c'est aussi, quelque part, on parlait d'un métier qui fait du sens. Je pense que ça peut aussi trouver pour qu'est-ce qui pourrait faire du sens pour moi.
peut-être d'autres choses qu'une formation. Je vois que vous mettez déjà les outils en place, mais je trouve ça justement vraiment très chouette, super, en travaillant dans une ONG ou en faisant quelque chose qui fait du bien, trouver sa voie. Merci, mais je me disais de la même façon que il y a lorsqu'on travaille, on va suivre des formations, on va acquérir des connaissances d'une façon implicite ou explicite. Je pense à quelqu'un qui fréquente un salon et qui va découvrir des nouveaux produits. C'est quelqu'un qui va avoir plus de connaissances à la sortie qu'à l'entrée. Ça ne sera pas compté comme formation. Et pourtant, c'est une forme, lorsqu'un technico-commercial vous explique comment fonctionne tel nouvel équipement, c'est de la connaissance qui circule. Mais on a une vision effectivement très formalisée de la chose, agrémentée d'un diplôme, d'un organisme. Et peut-être que... je crois que les discussions de ce soir suggèrent que non seulement il n'y a pas de moment, mais il n'y a pas forcément non plus de lieu spécifique pour acquérir des formations. Et en tout cas, Hélène nous a montré qu'il y avait toute une série de lieux, de programmes qui permettaient de se former à différents moments de la vie. Alors je vais vous passer le micro à chacune pour vous demander si vous avez quelques mots pour conclure le Management Café. Pour poursuivre la réflexion à l'issue du café, comme je l'ai dit tantôt, le Management Café est un lieu de networking, donc si vous voulez encore rester quelques instants après la fin du débat, vous serez les bienvenus. Mais donc je remercie Hélène et Sandra, et je vous passe une dernière fois le micro. Alors, que dire pour conclure, après tout ça qui a déjà été dit? D'abord, je vous remercie pour les interventions, parce que c'était intéressant d'entendre les apports diversifiés ici, et ça montre bien, je trouve, c'était assez parlant aussi de vous entendre tous les deux sur les aspects assez pragmatiques des besoins des entreprises et des pénuries aussi de profils, et puis complété par l'apport à la fois en lien ancré dans le monde de l'entreprise et en même temps avec des réflexions plus éthiques et aussi liées au parcours formatif. Et puis vous avez rebondi aussi de manière très intéressante sur les interventions, donc j'ai juste envie de vous remercier pour conclure et puis dire que à la Cité des Métiers, donc, on a plusieurs collaborateurs qui sont tout à fait preneurs aussi de partenariats pour parler justement au public des besoins dans certains secteurs. On organise des séances d'infos sectorielles aussi à la Cité des Métiers. Et puis, autre chose d'important, je pense, c'est de donner l'opportunité aux personnes dans l'orientation d'expérimenter les métiers. Parce que l'orientation, ce n'est pas juste un travail en chambre où on va se dire quelles sont mes compétences, vers quoi je vais aller, etc. C'est de pouvoir toucher et approcher. Et nous, c'est ce qu'on recommande la plupart du temps aux personnes, une fois qu'ils définissent un projet, c'est de se dire, allez vers des professionnels qui travaillent dans le métier pour poser des questions, pour voir une journée type, une semaine type. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, mais je m'étais inscrite pour faire agent immobilier à l'EFP, et puis j'ai fait 2 jours de formation, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout fait pour moi, parce que c'était trop ceci ou cela. Et voilà, c'est dommage, alors qu'il y a peut-être des opportunités. Donc, pour ceux qui sont dans le mode de l'entreprise, si vous avez l'occasion aussi d'ouvrir la porte à ces gens-là, pour leur donner l'occasion de, ne fût-ce qu'un quart d'heure de questions-réponses pour expliquer ou de passer une journée à côté de quelqu'un, ça, je pense que ça peut être très profitable. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis très dans les mots de jeu. J'avoue que déjà, maintenant, c'est pas que j'ai un problème, mais je suis assez critique entre le mot formation. Pourquoi ? Parce qu'on doit se former et on est dans une forme. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, c'est l'apprentissage. C'est apprendre à apprendre, et spécialement pour soi-même. Le sens de la vie, le sens d'apprendre et pourquoi. Et si on est dans la possibilité ou la situation, si on ne doit pas se former parce qu'on doit, mais plutôt parce qu'on veut et on peut, je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme une opportunité. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, ce n'est pas la formation, mais c'est l'apprentissage. Bien. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Merci beaucoup Hélène Michel, merci beaucoup Sandra Rothenberger pour vos interventions. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir pour ce premier Management Café en présentiel post-Covid. Il y en aura d'autres, on va continuer la série. Restez connectés. Vous savez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, Twitter, j'en passe. Et donc, restez en contact. On annoncera la prochaine édition. On va essayer de maintenir le rythme d'un café par saison.
Je me réjouis de vous voir lors des prochains et je vous souhaite plein de bonnes choses d'ici là. Merci beaucoup. Vous pouvez encore rester si vous voulez échanger quelques mots autour des boissons et des snacks. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous pour ce management café.